Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien en ce samedi 13 janvier 2024. On se retrouve aujourd'hui pour notre hebdomadaire, on va revenir un petit peu sur cette semaine de folie, on va surtout faire de l'analyse technique pure sur de la macro, sur du BTC pour se projeter, sur l'impact réellement des ETF, ce qui s'est vraiment passé, et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses à voir. On va commencer tout de suite avec le S&P 500, très important dans lequel on a eu une semaine où on est allé retester le top de l'année précédente, très intéressant dans lequel on a marqué un nouveau top pour cette année. Donc là, on a quand même un marché qui est plutôt haussier sur le S&P 500, sur le Nasdaq aussi un petit peu moins sur le Nasdaq, et ça c'est quand même intéressant de voir que le Nasdaq est en sous-performance par rapport au S&P 500, alors que historiquement, on devrait être poussé par la narrative de l'intelligence artificielle, et donc avoir une surpondération du Nasdaq par rapport à ça. Moi, c'est des alertes qui sont dans ma tête depuis déjà un certain temps, sur la surexposition du marché action par rapport à ce qui est en train de se passer au niveau de la Fed et au niveau des différents indicateurs, et notamment le VIX, ici, m'interpelle. Le VIX étant les options de volatilité, enfin sur la volatilité du S&P 500, qui est en fait la considération de l'indice de volatilité du S&P 500. Plus c'est bas, plus le marché considère qu'il n'y a pas de risque à être sur le S&P 500. Donc ça sous-entend que c'est une option qui est censée être de couverture, plus le prix est bas, moins il y a de personnes qui est intéressées par cette option, donc moins il y a de personnes qui pensent qu'il y a un risque sur le S&P 500 et donc sur l'économie américaine. Et c'est très intéressant quand on commence à regarder un petit peu le narratif qui est en train de se jouer sur la macroéconomie, parce que on est sur un narratif qui est autour, quand je reprends l'image qu'a partagée Xavier Fenot sur les taux d'intérêt à la fin de l'année, donc sous-entendu ce que le marché est en train de pricer sur cette fin d'année, on voit qu'on arriverait sur des taux de 3,5, 3,75. Ça sous-entend que on passerait ici, donc là nous avons nos taux de 5,5 à 3,5 à peu près, d'accord? Donc ici on aurait cette chute qui irait jusque là. Ça, en 12 mois. Alors je veux bien que là on ait vraiment une grosse accélération sur cette période, et le marché est en train de pricer le fait qu'on va redescendre à peu près à la même vitesse. Et c'est quand même impressionnant quand on regarde le volume de personnes. Ça sous-entend qu'on a 40%, et voire même, encore ceux qui sont encore plus bas, donc 18%, donc en gros 20%, on est là à plus de 60% du marché qu'on considère qu'on va être en dessous des 3,75 à la fin de l'année. Ça sous-entend aussi que le marché américain et la Fed va interagir sur le marché. Est-ce que ça va être plutôt positif? Est-ce que ça va être parce que l'inflation, qui est représentée par cette courbe ici, que l'on voit là, va continuer à arriver dans les 2%. On y est quand même loin. Alors je vais juste réaligner les taux parce que ça va être plus simple pour pouvoir avoir une bonne visibilité, même si c'est pas exact. On va être les 2% se trouvent ici. D'accord? Il faut comprendre que les 2%, c'est quand même relativement loin. Il y a quand même encore une chute de 1,4% au niveau de l'inflation. À savoir que au niveau du pétrole et de l'énergie en général, on voit que on s'est stabilisé, on voit qu'on a rattrapé la perte, l'accélération haussière qu'on avait eue sur 2022-2023, donc on s'est stabilisé au niveau du pétrole. L'analyse que je vous fais régulièrement montre qu'on est dans une forme de range où ça peut osciller, oui, mais somme toute, on n'aura plus d'hyperinflation, à moins qu'on ait une crise vraiment très forte d'amplification au niveau du Moyen-Orient, mais on est très très loin pour l'instant. Donc pour moi, on est vraiment dans un niveau qui est en plus critique, qui est un niveau technique dans lequel on est en train de retester ici les tops précédents. Et là, on voit bien que au niveau de cette inflation, on a quelque chose qui ne continue pas cette inclinaison baissière. Donc ça veut dire que au niveau des jobs de la Fed, qui est une des missions, c'est de ramener l'inflation à 2%. Est-ce que là, actuellement, elle est à 2%? Non. Est-ce que la continuité baissière va vers les 2%? Non. Donc là, il n'y a pas d'indication de se dire que à travers l'inflation, la Fed va baisser drastiquement. Si on était à 2%, oui, il y aurait certainement une volonté à descendre drastiquement. Les discours de la Fed, et ce qui est plutôt logique en même temps, c'est de se dire, mais je vais garder les taux les plus hauts possibles jusqu'à ce que je sois sûr et certain que l'inflation est combattue, pour éviter les erreurs du passé, qui sont de baisser les taux trop vite et de repartir sur une hyperinflation par la suite, qui dépasse les tops précédents. Et c'est pour ça que on va tenir les taux, je pense, encore pendant un certain temps. Et c'est là où je me pose la question de quel est ce pricing qui est en train d'être effectué au niveau du marché. Quel est ce pricing qui entraînerait la baisse des taux de la Fed? Pour moi, ce n'est pas lié à l'inflation, mais par contre, ça peut être lié à une crise économique,
beaucoup plus forte et en fait un impact sur cette hausse de taux drastique qu'il y a pu avoir et justement une réaction de la Fed par rapport à ça. Alors, il y a plusieurs éléments qui m'alimentent en fait par rapport à ça. La première, ça va être ici cette inversion des courbes des taux, je vous en ai présenté depuis longtemps, vous connaissez si vous suivez la chaîne un petit peu l'idée que j'ai par rapport à ça et qui a été prouvée historiquement par rapport à tous les moments où on est passé en dessous, c'est on a un début de récession au moment où on repasse au-dessus de la courbe de zéro. On voit qu'on commence à réaccélérer et restructurer sur cette courbe de zéro. Donc pour moi, on pourrait avoir un début de récession ici. En tout cas, historiquement, on a toujours eu, lorsqu'on est repassé à zéro, une récession au moment du passage de zéro. En tout cas, une annonce de la récession, bien que la récession était généralement structurellement effective avant. Mais là-dessus, on a cette première alerte, le repassage à zéro. Ok. Ça, en effet, si on commence à avoir une récession, il est fort probable d'avoir une baisse des taux et une surréaction du marché par rapport à ça. Et du coup, quand on regarde aussi une autre statistique, qui est les taux de chômage, où on voit qu'on a une augmentation qui est subsidiaire, mais ça tient plutôt bien. Clairement, ça tient plutôt bien par rapport à l'augmentation des taux drastiques que l'on a pu avoir et à l'inflation générique, mais ça n'empêche qu'on reste quand même relativement élevé au niveau des 3, on est au-dessus des 3-4, idéalement on aurait aimé rester dans le panier bas qu'on avait maintenu pendant un certain temps au niveau de cette hyperinflation et cette chute de l'inflation. Là on commence à voir quelque chose qui pourrait être symptomatique et qui va être regardé au niveau de la Fed, ça va être la comparaison de mon taux de chômage versus mon inflation. Quelle est la capacité que j'ai d'inflexion de cette inflation par rapport à ce taux de chômage. Le taux de chômage, c'est la représentation de l'économie américaine, du plein emploi de l'économie américaine, et c'est une statistique qui est hautement regardée par la Fed. Donc ça va être l'inflexion des deux. Si on commence à avoir une augmentation ici du taux de chômage et derrière une augmentation de l'inflation ou une stabilisation de l'inflation, là on aura potentiellement la mise en place d'une crise et il faudra faire très attention. Et c'est là où on pourrait avoir une surréaction de la Fed avec justement une baisse drastique des taux pour surréagir. L'autre point important, ça va être l'état général du marché. Actuellement, on a les taux de la Fed qui sont en surcompensation par rapport à l'inflation. Ça veut dire que lorsque je m'expose à la Fed, au bon du Trésor américain, j'ai un rendement positif quand je soustrais l'inflation. Donc ça veut dire que je peux avoir du rendement sans prendre de risque. Et ça veut dire aussi qu'on a beaucoup de capitaux qui sont dans les bons Trésors américains. Que va-t-il se passer lorsqu'on arrivera dans une notion de risque on, dans lequel on aura une baisse des taux effectifs, on aura potentiellement une fuite des capitaux sur le dollar, enfin en tout cas en dehors du dollar, et en dehors du bon au Trésor américain. Et on sait très bien qu'on a actuellement une problématique au niveau du bon au Trésor sur ceux qui sont antérieurs à l'accélération haussière qu'on a pu connaître. Alors là-dessus, accélération haussière, on va reprendre les taux du Trésor américain, juste, hop, on va reprendre ceux à 10 ans, c'est plus parlant, que lors de toute cette accélération haussière, il était beaucoup plus intéressant de détenir des bons au Trésor américain, qui ramenaient plus de 3,5%. Donc forcément, tous les bons au Trésor qui avaient 20 ans, 10 ans, 15 ans d'expiration, et qui étaient dans les alentours de 1, 2%, bah, ça n'a pas forcément intérêt. Donc beaucoup ont vendu, en fait, ou en tout cas détiennent encore ces bons, mais qui ont une décote par rapport à leur valeur réelle. Et on sait très bien que les banques américaines régionales, un certain nombre, n'ont pas souscrit d'assurance en cas d'augmentation des taux, et donc ça veut dire qu'ils sont à découvert si jamais on les oblige à les vendre. L'obligation de la vente de ces bons peut arriver de deux façons, soit la mise en place d'un bank run, avec derrière la diminution de la protection de la Fed. On rappelle lorsqu'il y a eu SVB et la crise financière l'année dernière, la Fed est intervenue, non pas en injectant des liquidités, en tout cas officiellement, mais officieusement, ils ont fait des prêts aux différentes banques pour pouvoir tenir, en fait, leurs assets qui étaient en négatif. Sous-entendu, on vous prête l'équivalent de ces bons au Trésor qui sont en décote, à leur valeur classique. Comme ça, vous pouvez nous emprunter, vous nous donnez les bons en contrepartie, et lorsque la fin du prêt arrivera, bah à ce moment-là, directement, on fera l'échange. Vous rembourserez à l'état actuel. Et donc ça veut dire qu'on va avoir une crise de liquidité qui va arriver. Cette crise de liquidité va arriver lorsque, normalement, on va arriver à 1 an statué par rapport à ce qui s'est passé au niveau de la crise financière et à SVB. Et ça devait et ça doit arriver, normalement, dans les mois qui arrivent. Et ça va être vraiment important parce que ça va être la prochaine problématique que l'on va subvenir. Clairement, pour moi, je pense qu'on aura un retour de l'action de la Fed
à travers une injection de liquidité qui prendra diverses formes. On ne sait pas si ça va être ce prêt, peu importe, mais dans tous les cas, le marché va préparer, ou va en tout cas essayer de pricer l'éventualité d'un choc, encore une fois, sur les banques américaines régionales. Donc là-dessus, on pourrait avoir un impact qui peut être relativement fort aussi, qui pourrait entraîner ces chutes au niveau des targets. Ça veut dire qu'on pourrait se retrouver sur un S&P 500 qui va retester des niveaux importants en dessous des 4300, en dessous des 4600, qui sont les targets que j'ai sur les mois à venir pour l'année 2024, sur lequel je ne vois pas en fait le déclenchement d'une accélération haussière sans avoir un retracement classique sur du marché traditionnel, et à savoir que pour moi on va avoir une bulle autour de l'intelligence artificielle, mais avant tout on a de l'instabilité économique et financière aux USA, plus de l'instabilité politique qui va arriver avec les élections américaines en 2024. Donc on va avoir des opportunités, des fortes opportunités en 2024 qu'il va falloir surveiller. Concernant le BTC, alors clairement cette semaine et on va dire les mois précédents, on était vraiment sur une narrative autour des ETF spot BTC, ça y est, ça a été validé le 10, lancé à la vente le 11 et le 12, on a commencé à avoir du volume qui est arrivé, j'ai couvert ça dans les quotidiennes, et on a eu la mise en place d'un début de Sell the News. La grosse question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce que c'est vraiment the Sell the News, et est-ce que derrière, jusqu'où on va aller ? Clairement, jusqu'où on va retracer, et c'est pour ça qu'on va prendre un petit peu de recul. Déjà, dans un premier temps, on voit bien l'accélération haussière qu'on a eue durant toute cette période, donc qui a été à partir d'octobre, dans lequel on a eu la fake news, et qui a donné en fait l'impulsion nécessaire pour casser le range dans lequel on était depuis 250 jours, pour avoir justement cette accélération haussière, avec la mise en place d'une latéralisation, et ensuite le lancement avec la réaction de volatilité sur le lancement. Donc on a quand même un mouvement qui a été construit et commencé par une notion de fake news et qui a été construit autour de ce narratif-là sur un BTC qui a poussé avec derrière la construction de la communication autour des ETF. Sur le fait, on a eu des prises de parole, on a eu beaucoup de personnes d'ailleurs qui ont pris la parole. On va parler tout à l'heure de BlackRock. On a eu aussi beaucoup de communication en interne au niveau du monde crypto sur le BTC et sur la valorisation, sur l'inflow qu'il allait avoir. Donc l'arrivée des capitaux institutionnels directement à travers les ETF spot. Et donc forcément, on avait une attente qui était très haute. Et beaucoup de personnes sont revenues sur le BTC et sur les cryptos, alors qu'ils étaient partis durant toute cette phase ici de préparation en amont avec la chute de Terra Luna, avec la période de ranging suite à FTX et la réaction haussière qu'on avait eue avec la cassure des 25 000. Mais beaucoup de personnes sont donc revenues dans cette période-là. Et la question qu'il va falloir se poser, c'est, ok, mais clairement, est-ce que c'est un sell the news? Quand on regarde court terme, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a vraiment l'ouverture du marché américain, dans lequel on a eu l'ouverture ici du trading autour des différents ETF. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a eu une prise de profit massive, latéralisation, deuxième prise de profit, latéralisation. Et si on regarde, là c'est clôturé parce que je suis sur le CME, donc le Chicago Mercantile Exchange, qui est les futurs des institutionnels, qui clôture le vendredi soir. Et si je vais regarder sur le Total Index, on voit qu'on a fait encore une nouvelle mèche baissière dans lequel on a quasiment touché les 41 000, on était à 41 500. Donc on est passé ici d'un top à 49 000 à 41 500, le tout sur 2 jours à partir du moment où les ETF ont été validés. La question qu'il va falloir se poser, c'est d'où est venue cette vente? D'où est venue cette accélération baissière? Ce qui est intéressant de voir, c'est que clairement, le volume qui a été au niveau des ETF n'est pas suffisant pour valider la thèse que c'est une vente au niveau des différents ETF. Donc il n'y a pas eu de vente à découvert, en tout cas trop importante, pour entraîner cette cassure du marché. Donc là on a quand même des symptômes, ici, classiques, de buy the rumor, dans lequel on a une accélération et une mise en place du FOMO structurel psychologique au niveau de l'accélération haussière, sur le fait qu'on attend cette nouvelle, que c'est la nouvelle qui va changer tout, qui va transformer tout, et que c'est une nouvelle qui va changer du jour au lendemain, très important, parce que c'est quelque chose qu'on a entendu et lu très très souvent, donc c'est classique, de la construction d'une rumeur, et ensuite on a mis en place, dans Sell the News, la nouvelle est arrivée, il ne se passe pas ce qui est attendu, donc ça veut dire qu'on a derrière une frustration qui arrive, et on a tout l'aspect psychologique qui se met en place, avec derrière des capitulations qui vont arriver sur ceux qui ont acheté le top, ceux qui ont acheté la nouvelle, vraiment le top de la nouvelle, et derrière ceux qui ont acheté durant toute cette hausse en pensant que c'est l'arrivée du bull run. La question elle n'est pas de dire est-ce que c'est le bull run ou pas, ça importe assez peu. L'idée c'est de se dire ok, bon là déjà on n'a pas la réaction attendue du marché avec potentiellement un top à 60, 70
etc. et l'avènement du bull run, parce que, en même temps, il faut comprendre qu'on a une macro qui est relativement compliquée, donc ça veut dire que si les institutionnels veulent s'exposer au BTC, il faut comprendre qu'ils vont s'exposer sur un actif qui est risqué. Alors oui, on a actuellement BlackRock qui est en train de se positionner avec des paroles qui sont très intéressantes, parce qu'il considère pas, le CEO de BlackRock ne considère pas le BTC comme étant une monnaie, mais vraiment comme une classe d'actifs qui va être intéressant. Il parle d'ailleurs en plus de ETF spot Ethereum, mais ça on va revenir après, mais en l'occurrence, on se retrouve ici dans une décorrélation entre l'attendu et la réalité. Oui, il y a eu une injection de volume, mais on n'a pas une injection massive de capitaux, parce qu'en même temps, techniquement, il faut comprendre que ça va se faire avec le temps, c'est une porte qui est ouverte, mais ce n'est pas quelque chose où il y avait des milliards et des milliards qui étaient en attente de ça pour s'injecter. Il y avait d'autres moyens de s'exposer au BTC, structurellement, à travers les minières, à travers MicroStrategy, à travers des fonds qui sont en Europe, qui existent déjà depuis longtemps, à travers du futur, il y avait plein de façons de s'exposer de cette façon. Et c'était juste un effet d'annonce, mais qui est plutôt effectif. Mais jusqu'où on peut aller? Là déjà, ce qui est intéressant de voir, c'est que on n'a pas cassé des lots importants. Éthiquement, on a maintenu ici ce lot-là, qui est vraiment très important. Quand on regarde, c'est le lot qui avait liquidé ici tous les longs et qui avait fait en fait place nette, mais on voit qu'on a un petit peu de liquidité qui est en dessous. Et ça, pour moi, c'est un premier lot qui est vraiment important. Soit on le fait sauter, donc on récupère la liquidité. Là, on a une première intention baissière. Mais on maintient les 40 000. Les 40 000 sont très importants, parce que pour moi, ici, on a un renforcement de liquidité avec ces 3 bougies qui ont été effectuées. Une bougie de renforcement, une prise de liquidité et une bougie de renforcement. Et là, on a, en fait, le bas du canal. Il faut comprendre qu'on a juste fait ici une réintégration dans le canal. On a ici première prise de liquidité, deuxième prise de liquidité, troisième prise de liquidité, là on le voit bien par cette bougie ici. Donc on a eu ces 3 prises de liquidité avant d'avoir la cassure baissière et la réintégration. Mais est-ce qu'on a recassé des lots? Alors oui, ici structurellement on a cassé un lot qui correspond au top de ce range, et ce qui est plutôt logique parce que du coup on est dans une phase de réintégration, mais la liquidité qui est en bas de ce lot-là n'a pas été prise, la liquidité en bas de cela n'a pas été prise. Pour moi, le véritable signal d'un gros sell the news serait ici la cassure des 40 000. Exactement, la cassure des 40 500. Là-dessus, si on casse et qu'on réintègre en dessous et qu'on consolide, là par contre on a un signal d'aller chercher plus bas et d'aller chercher clairement les 32 000 qui est la rupture du range précédent, et donc on fonctionnera comme ça en fait sur ces formes de paliers. Pour moi, là, on n'a pas de signal d'aller plus bas tant que les 40 500 tiennent. Pour moi, on est plus dans une forme de réintégration de range, dans une forme de latéralisation, en attendant soit un nouvel événement, soit une nouvelle rumeur effective. Et tant qu'on reste et qu'on tient en fait dans ce range-là, bon, bah c'est une période d'accumulation qui peut être intéressante. Il faut juste prendre en considération qu'on a d'autres éléments qui sont principalement sur le CME, c'est pour ça qu'on va basculer, on va retourner là-dessus, on a le gap CME qui est présent à 40 000 avec une petite mèche pour aller combler ça, donc rien n'empêche d'aller chercher la liquidité en dessous du range, comme on a fait au-dessus du range, et retourner, réintégrer dans le range, d'accord? Donc on a déjà vécu ça pendant 250 jours ici, pourquoi on n'aurait pas la même chose là, en attendant la mise en place du halving, et potentiellement les beaux jours de 2024 pour préparer cette accélération haussière du bull run sur fin 2024. Ce serait tout à fait cohérent. Par contre, si on casse donc les 40 000, ça sous-entend que, et qu'on consolide en dessous, donc quelque chose qui se fait comme ça sous-entend qu'on va aller absorber tout ça, parce que ça c'est juste un cric, donc ça a aucune résistance, très peu de liquidité, donc on a juste créé de la liquidité pour pousser, mais ça a aucune résistance forte. La prochaine gros support va être ici, 32 500, avec la rupture qui a été effectuée grâce à quoi? Ben, l'ETF BTC Spot. Donc là, on a vraiment cette rumeur qui a donné le mouvement, donc il serait logique d'aller retester la rupture de cette rumeur, et pour moi, la zone d'achat, c'est le bas de range, avec derrière jusqu'au 32 000, c'est une zone dans laquelle je rechargerai pas forcément sur du BTC, mais je rechargerai peut-être sur des alts dans lesquelles on aura une pression baissière si on casse les 40 000, et donc des opportunités de rechargement à ce moment-là. Je ne dis pas que ça va arriver forcément, je dis juste que si ça arrive, c'est le plan que j'aurai ici. Et c'est pareil, je vais garder la liquidité dans cette zone-là, comme je vous l'ai défini. Je vais garder aussi la liquidité si jamais on retourne ici. Et pareil, si jamais on va chercher plus bas et qu'on retourne aux 20 000, avec une crise qui serait beaucoup plus forte. Si on retourne aux 20 000, ça sous-entend qu'on a une crise économique US qui est vraiment drastique, et que derrière, on aura une mèche qui ira chercher. Il faudra réagir très vite, parce que je pense qu'on n'y restera pas longtemps dessus. Donc, il faut être juste
préparer aux éventualités. Je ne dis pas qu'on va descendre à 20 000, je ne dis pas qu'on va casser à la hausse, je dis juste que c'est différents scénarios, il faut être juste préparé et avoir sa stratégie pour chacun des scénarios. Ce qui est intéressant de voir, c'est que du coup, si on regarde un petit peu Libit, qui est le token de iShares Bitcoin Trust, donc qui est le token de la représentation de l'ETF BTC de BlackRock, bon, bah, on voit que le lancement, on a eu beaucoup de volatilité à la hausse, mais surtout une grosse baisse effective. Bon, là je fais exprès en mettant en weekly, si on met en 1 heure, on voit qu'on a quelque chose quand même qui est un petit peu plus structuré. Première baisse, structuration, ouverture du marché, deuxième baisse, structuration, on arrête la cotation. Est-ce que on va aller chercher en dessous? Là ça va être vraiment intéressant de voir l'ouverture du marché lundi, là-dessus on aura potentiellement une réaction qui sera assez forte, mais c'est vrai que plus on a des nouvelles qui sont positives, et qu'on nous monte en fait une forme de FOMO effective sur des médias mainstream, il faut faire attention et justement se poser des questions à ce moment-là, est-ce que je suis pas en surexposition? Et à un moment donné, je vais avoir un retracement, est-ce que je suis prêt à cette capacité de réinvestir si jamais on a un retracement? Et c'est très important. Et là, potentiellement, on a un autre narratif qui est en train de se positionner sur l'ETF, est-ce qu'on nous fait pas la même chose sur l'ETF avec une rotation des capitaux au niveau de l'ETF? Quand on regarde la réaction ici qu'on a eue donc en monthly sur Ethereum/BTC, donc qui est la représentation de la force d'Ethereum par rapport à Bitcoin, on voit que potentiellement on a ici le travail, une rotation des liquidités qui sera effective sur Ethereum. Donc là il va falloir surveiller, pour moi c'est pas suffisant, il faudrait vraiment casser ici les 0,62 pour se dire que potentiellement on repart retester une partie supérieure, parce que là clairement on a mis en place d'un range, ou certains disent d'un double top, à voir, dans tous les cas, pour moi, vraiment la target effective, ici où on se posera la question est-ce qu'on est dans un double top ou pas, sera le 0,070, où ici on aura potentiellement soit la mise en place d'une distribution, soit d'une réaccumulation, avec une rupture haussière, et quelque chose qui va passer très fort à la hausse. Dans tous les cas, la dominance BTC ici casse, donc là on est passé en dessous de la zone que je vous ai donnée, donc c'est pour moi ici, ça sous-entend que on va avoir de la dilution, on va casser ici les 50,91 pour potentiellement retester ici les 50 et les 49%, donc ça veut dire qu'on a bien une fuite de liquidité de BTC vers soit de l'USDT, soit l'ensemble des altcoins, et quand on regarde un petit peu les altcoins, on a quelques surperformances, mais on a quand même beaucoup de maintien par rapport à BTC, voire de sous-performance par rapport à BTC. Pour rappel, chaque ligne représente un altcoin, on a quand même un gros bandeau qui est dans la partie basse, donc BTC se trouve ici, en dessous, avec derrière quand même un certain nombre qui sont vraiment en sous-performance. Et très peu qui sont sur-performance, qui sont plutôt des narratifs qui sont joués, et on va dire certains tokens dans lesquels on a une communauté qui est très forte. On notera bien sûr notre ami Tia qui a profité de cette chute de BTC pour lui pousser à la hausse sans aucun problème. C'est intéressant de voir qu'on a vraiment des surperformances de certains narratifs et de certaines communautés au niveau du marché. Au niveau de l'order flow, pour moi, il y a plusieurs targets importantes à voir. C'est que on n'a pas d'augmentation de l'open interest, donc on n'a pas de placement, on a même une décroissance de l'open interest. On le voit bien sur l'ensemble de l'open interest, sur l'ensemble du contrat, on voit bien qu'on a un retest qui est effectif et un retest qui correspond aux 38 000, qui est en fait la zone de rupture. Avant, en fait, on a le cric haussier ici, dont je vous ai parlé tout à l'heure, la rupture haussière, avec la mise en place de latéralisation, et on retourne petit à petit vers des niveaux d'open interest qui correspondent à ces niveaux-là. Donc pour moi, c'est un niveau qui va être à surveiller, surtout qu'on voit que le funding rate s'est arrêté. D'accord? Donc ça veut dire que les personnes sont beaucoup moins exposées, on a beaucoup de liquidation actuellement, donc on est en train de structurer le marché. Et c'est là où il va falloir juste être patient, tout simplement. On arrive en janvier 2024, on a eu des grosses nouvelles, je pense que on va arriver dans une phase de latéralisation. Est-ce que on va avoir encore une accélération baissière pour arriver dans la zone des 40 000 potentiellement, et là-dessus on repartira pendant quelques semaines sur une latéralisation avant d'avoir une tendance qui va se donner et qui va préparer le halving et derrière la suite au niveau de 2024. Cette année 2024 va être excessivement importante, donc il faut être préparé à toutes les éventualités. C'est pour ça que je vous ai mis à disposition un guide 100% gratuit dans lequel vous avez 30 pages concises pour savoir quand acheter, quand vendre, à quel moment, quelle stratégie adopter. Je vous donne tous les éléments, c'est en description et en commentaire, 100% gratuit. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.